Voilà, bonjour. Donc je vais vous lire des extraits de Viola pendant, on m'a dit, une demi-heure, maximum. Et j'ai essayé de prendre des extraits un peu à travers tout le livre, histoire de vous donner un peu la couleur de l'histoire aussi. Je n'ai jamais roulé si loin, seule. Toute la nuit, j'ai avalé les kilomètres, plein sud. Je voulais te tourner le dos, m'éloigner. Ta lettre était toujours devant moi. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. J'ai quitté l'autoroute. Je ne suis jamais venue ici. J'ai arrêté la voiture sur un bas-côté. Le soleil est une boule rouge posée sur la route. Bientôt il va rouler jusqu'à moi. Il est si gros, il pourrait m'écraser. Je me cale contre le siège. J'étire les muscles de mon dos, je ferme les yeux. Respirer, lentement, profondément. Je ne me souviens pas avoir vu pareil soleil à une heure si matinale. Tu étais toujours debout avant moi. C'était ta fierté. Mon bonheur à moi, c'était d'être la première à plonger dans la surface lisse du lac, à me laisser engloutir, disparaître à ta vue. Toi, tu aimais compter les ronds. Le soleil lévite à présent au-dessus de la route. Je revois la lettre sur le carrelage. J'aurais dû la déchirer sans l'ouvrir. Je ne vous ai pas laissé de mots. Je suis partie si vite. Le frigo est vide. Le maillot de bain de Nell n'est pas prêt. Vous m'en voudrez. Je devrais vous appeler. Vous demander si vous avez vu la lettre. Elle n'est pas dans mes bagages. J'ai tout fouillé, je l'ai ouverte, je me souviens. J'avais besoin de marcher. Je suis sortie. Le jardin était trop petit, je suis allée dans la rue. Il n'y avait personne. J'ai ouvert l'enveloppe, déplié le papier. Il n'y avait qu'un mot. Un seul mot. Il m'a fait perdre pied. Je me suis rattrapée à un réverbère. La lettre tremblait devant moi, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Vous ne répondez pas au téléphone, tant mieux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Elsa m'a écrit. Avez-vous lu la lettre ? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, pas une longue lettre, un seul mot. Elle m'appelle, elle a besoin de moi, je dois y aller. Non, je n'y suis pas. J'ai roulé dans l'autre sens. Il y a une fontaine ici, et des bateaux. Il y en a un qui n'avance pas. Son moteur est cassé. T'habitais un château quand tu étais petite ? Nell vous regarde, en robe de princesse rose, un ruban doré dans les boucles de ses cheveux. Nell vous regarde, persuadée de ses origines princières. Sa robe rose lui va si bien. Un château ? Pourquoi tu dis ça ? Mais tu as dit qu'il y avait un lac. Ouais, un lac. La maison du bord du lac, la grande maison. Vous n'y êtes jamais retourné. Tu me le montreras ? Quoi ? Le lac. Quand j'avais ton âge, j'avais une robe de fée argentée, avec un long voile qui volait derrière moi quand je courais vite. Tu es là. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'entre dans ma chambre. Tu es assise sur mon lit. Tu me regardes entrer et tu dis « Tu es là ». Tu es assise sur mon lit dans ma robe de fée. Tu me regardes et tu dis « Tu es là ». J'aurais dû te chasser, te pousser dehors, te cracher au visage, t'ôter ma robe et refermer sur moi la porte de ma chambre. Je suis restée interdite, la main sur la poignée. Je n'ai rien dit. Tu m'as dit « Vole ». Je n'ai pas compris. Tu as redit « Vole ». Et puis tu t'es fâché. Debout sur le lit, tu ouvrais les bras et battais l'air. Ton visage était dur, comme celui de l'aigle qui garde la bibliothèque du père. Tu t'es assise à nouveau sur le lit et tu as dit « Comme un oiseau ». Lentement, j'ai levé les bras. Je me souviens encore de leur poids.
J'ai cru que je n'arriverais jamais à les agiter de bas en haut, de haut en bas. Les muscles tiraient. Je sentais le sang quitter mes doigts de haut en bas, de bas en haut. Mes mains devenaient froides, la peau me piquait de haut en bas. L'aigle en face de moi ricanait. J'essayais de prendre appui sur l'air, mais elle était si douloureuse de haut en bas, de bas en haut. Je n'en sentais plus le bout. Je crois que j'ai dû perdre appui. Une aile a battu dans le vide, l'autre s'est tordue. J'ai décroché, tournoyé sans fin. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée sur mon lit, nue. J'avais les mains liées par le voile de ma robe. Maintenant, c'est moi qui t'attends, assise sur l'un des lits de ta maison, dans une chambre où tu ne peux monter. Tu ne sauras pas que je suis là. Je me demande si tu t'es inquiétée. Tu m'as écrit « Viens », comme si c'était suffisant pour que je vienne. Je suis toujours venue. Cette fois, j'ai attendu. J'entends les mouettes qui crient. La mer doit se retirer. Je me lève, je les vois tomber. Une à une, elles décrochent et tombent comme des pantins désarticulés. La chute croque leurs plumes. Au sol, elles s'ébouriffent, puis se chamaillent autour de la laisse de mer. Je les regarde. Mon front colle à la vitre. Il y a de plus en plus de buées devant les mouettes. Je ne les vois plus. Du bout des doigts, j'en dessine une. Tu as tant de fois recopié ce dessin. Je m'assieds à la table. Mon doigt est noir. Depuis quand le ménage n'est-il plus fait dans cette chambre? La faute aux embruns, peut-être. Je cherche un mouchoir dans le tiroir, je n'en trouve pas. Il y a un cahier, cartonné, grand, bleu. Je le sors, je l'ouvre. C'est un carnet de croquis. C'est de toi dont parle le cahier. C'est toi que l'on voit sur chacun de ces dessins. J'en suis sûre à présent. Je me demande qui t'observe ainsi. Je tourne les pages, feuillette tout le cahier, vite. Les mots tournent. Ils ne parlent que de toi. Je me sens volée. Je le referme. Mes doigts sont crispés sur la couverture bleue. Je repousse la chaise. Ses pieds raclent le vieux plancher de la chambre. J'ai peur que cela ne te réveille, que tu m'entendes. Je ne veux pas que tu saches que je suis là. La mer se retire lentement, laissant le sable mouillé. Il y a un bateau au loin. Les mouettes sont posées, alignées au bord d'une flaque, face au vent. Elles se reposent en équilibre sur une patte, la tête sous l'aile. Il ne doit pas faire chaud. Dors-tu encore? Tu ne dormais pas tant avant. Toujours la première debout, avant le coq, disais-tu. Tu voulais être la première à déflorer la journée. C'est toi qui, chaque matin, depuis la salle de bain, réveillais la tuyauterie par un coup de bélier. Cela ébranlait toute la maison. Le père n'a jamais rien dit. Dans la cuisine, tu choisissais ta place à la table, chaque jour une différente, chaque fois celle que je convoitais. Cette fois, c'est moi qui suis la première, c'est ma revanche. Être là, sans que tu le saches, inaccessible, dans cette chambre où tu ne peux monter. Être là et te regarder m'attendre. M'as-tu jamais espéré? Je reprends le cahier. Je lis. Je lui ai proposé de la mener vers la mer. Je lui ai parlé de la caresse de l'eau, du sable qui, le long de la vague, fond entre les orteils, du vertige de la vague qui se retire. J'ai parlé à ses pieds. Je voulais les réveiller. Tes pieds. Tu en étais si fier. Longs, comme ceux du père, souples, ne tenant jamais en place. Ils avaient toujours l'air de danser. Ce sont eux qui t'ont mené ce jour-là au grenier, pas moi. Tu m'avais ordonné de te rejoindre là-haut, de revêtir ma robe de fée, de gravir l'échelle pieds nus, sans bruit, comme je savais si bien le faire, de te surprendre. Je ne suis pas montée. C'est toi qui es tombé. Tes pieds sur la poutre, ils dansaient trop. Le père ne m'a pas cru. Pourquoi dors-tu encore? Je veux te savoir sur cette terrasse. Je tourne les pages une à une. Tu ne sembles jamais la quitter. De la fenêtre, je pourrais te voir, caché derrière le rideau. Tu seras là, tourné vers la mer. Le vent est tombé. Je veux voir tes pieds morts. Je les veux difformes, ésanglés sur ton fauteuil roulant. Sentir au creux des miens l'envie de fouler le sable, de courir, d'arpenter la dune. Je te transpercerai du regard longtemps. Je veux que tu sentes ma présence. Je veux savoir l'angoisse en toi. Et puis, je voudrais t'effrayer,
briser la vitre, te crier que je n'étais pas là, que j'avais eu du mal à fermer ma robe, que je n'étais qu'au bas de l'échelle. J'ai les mains moites. Mes doigts laissent des traces sur le papier. Je suis 3 pages plus loin, je lis. Elle s'est échouée. Pour une fois, le croquis ne montre pas la maison. Seule la balustrade de la terrasse est esquissée. Entre les montants, on devine des traces dans le sable mouillé. 2 traces parallèles, celles de ton fauteuil roulant. Elles ne vont pas très loin. Je m'approche de la fenêtre. La terrasse est déserte. Tu n'y es pas. Derrière chaque montant de la balustrade, un peu de sable s'accumule. Je vois la jardinière. Il me semble deviner une petite fleur au milieu des herbes sèches, une tache violette, comme une pensée des dunes sans doute. Vous ne montrez pas la maison à Nell, la grande maison. Vous ne voulez pas, Nell est si petite encore. C'était laquelle ta maison ? Celle-là, celle en bois au bord de l'eau, une maison de fées. Nell a hoché la tête. Elle vous regarde, elle ouvre la bouche, mais ne dit rien. Vous lui en êtes reconnaissante. Elle voulait bien croire que vous habitiez dans la remise du débarcadère. En été, le bois craquait, je n'avais pas peur. C'était comme sur un bateau. On entendait le clapotis de l'eau. Ça tanguait un peu. Parfois, maman larguait les amarres. La maison se mettait à dériver. Avec une perche, je repoussais la rive. Je poussais de toutes mes forces. Je me mettais là, tu vois, sur le ponton en bois. Je poussais de toutes mes forces. Puis je me couchais à plat ventre. Je regardais les vagues. Maman s'asseyait à côté de moi et prenait la barre. Parfois elle m'aspergeait. Cela la faisait rire. Tu voyageais souvent ? Souvent. Nell regarde le lac. Dans ses yeux, vous voyez le reflet de l'eau qui clapote. J'ai marché, longtemps. J'ai pris la nationale. Je voulais tourner le dos à la mer. Mes chaussures me faisaient mal. La route était dure, le bas-côté trop irrégulier. Je marchais sans penser à rien, d'un bon pas. J'avais une chanson qui me trottait en tête, obsédante. Une comptine d'enfance. Je n'arrivais pas à la chasser, elle scandait mes pas. J'ai oublié l'air de la chanson. Je m'en suis débarrassée. Je ne veux pas chercher à m'en souvenir. Je ne marche plus. J'ai attendu le car, j'avais trop mal aux pieds. Le front collé à la vitre, je vois les champs défiler. Des champs tracés au cordeau, si plats. Le ciel ne leur laisse aucune chance. Le car ralentit et s'arrête. Nous sommes en rase campagne. Il n'y a pas d'arrêt. Sans doute l'un des voyageurs doit-il descendre. La porte s'ouvre, mais personne ne bouge. Je vois une ferme au loin, entourée d'une haie de peupliers. Le chauffeur se lève, il descend une marche, se penche, il tend la main et hisse à l'intérieur du car une très vieille femme. On dirait une petite fille, tant elle est menue. Elle disparaît dans un lourd manteau noir. Sa tête est couverte d'un fichu tout noir lui aussi. Elle s'aide d'une canne. Ses souliers, voilà ce qui lui donne un air de petite fille. Ses souliers sont rouges. Des souliers de vieille dame, avec un léger talon, d'un rouge franc, brillant. Le chauffeur l'installe sur l'un des premiers sièges. Il ferme la porte, le car redémarre. Je ne vois plus la vieille. Son siège est plus grand qu'elle. Les prairies ont succédé aux champs, il y a davantage d'arbres. Nous approchons de la ville, une bourgade tout au plus. Le car rejoint la gare et se range. Le chauffeur coupe le moteur. Les voyageurs se lèvent, réajustent leurs manteaux, font tomber leurs bagages des filets. Ils sortent l'un après l'autre. Je me lève la dernière. Je n'ai pas de bagages, je n'attends rien, je ne vais nulle part. Je rejoins l'avant du car. La vieille dame est toujours là, assise au bord de son siège pour garder les pieds au sol. Ses 2 mains sont posées sur le pommeau de sa canne. Je vous attendais. Je me retourne vers le fond du car, cherchant l'un ou l'autre voyageur attardé. Moi ? Aidez-moi à descendre. Elle tend sa main, je lui tends mon bras, elle a de longs doigts fanés, tellement longs pour sa petite taille, sa main si légère. Son corps doit être frêle, presque poreux. Elle se lève, nous progressons vers la sortie. Je ne suis pas sûre qu'elle marche. Ce sont ses souliers rouges qui la portent.
Nous descendons du car comme une plume qui tombe en apesanteur. Au pied du car, elle lâche mon bras et s'étire. Le chauffeur a fini de ranger ses papiers, il prend sa veste, descend, ferme la porte et s'éloigne vers le café de la gare. Le moteur du car d'à côté se met en marche. Un train arrive en gare. Quelques jeunes gens marchent en un groupe compact. Une mobilette les dépasse en les hélant. Ils rient et agitent les bras. Le car d'à côté démarre, je sens une présence sur mon bras. C'est la main de la vieille. Elle me regarde. Ses lèvres remuent. Elle ne parle pas fort. « Venez avec moi. » Elle me guide vers les maisons qui bordent le trottoir et s'arrête devant une curieuse façade. La maison est à peine plus large que la porte d'entrée. 2 mètres de façade tout au plus. C'est ici. Elle pousse la lourde porte de bois. J'entre derrière elle. La pièce est sombre. Je ne vois pas grand-chose. Le plafond a l'air bas. Rien ne semble d'équerre, ni le sol, ni les murs. J'ai peur de tomber. Pour me rattraper, je pose la main sur le mur. Il est rugueux, en crépi sans doute. Je ne bouge plus. Attendez, je vais faire de la lumière. En quelques petits pas, la vieille dame traverse la pièce et ouvre une porte. Un rai de lumière envahit la pièce. Une toute petite pièce, remplie par une immense harpe. Si imposante que je me demande comment je ne l'avais pas vue. La petite vieille m'explique que derrière, c'est sa chambre et sa cuisine, que maintenant, c'est la fin de l'hiver, que c'est la chambre et sa cuisine et son jardin aussi, que je dois revenir voir son jardin, que maintenant, c'est la fin de l'hiver, il dort encore, mais il va se réveiller, il est si beau en fleurs, que je dois garder mon manteau, qu'il fait frais chez elle. Je l'écoute distraitement, je regarde la harpe. Comment a-t-elle pu entrer ici? C'est la plus petite maison du pays. Elle suit mon regard. La harpe, elle a été assemblée ici corde par corde. Ses longs doigts caressent le bois clair. Elle me désigne l'unique chaise de la pièce. Je m'assieds. Cette harpe est si grande. La vieille dame enlève délicatement ses souliers rouges. Elle les pose l'un à côté de l'autre dans un coin de la pièce. Elle rejoint un petit tabouret de bois et s'y assied. Elle prend l'instrument et le bascule contre elle. Ses gestes sont pleins de tendresse. On dirait qu'elle l'enlace. Elle a fermé les yeux. Elle caresse les cordes, presque sans les toucher. Je vois ses lèvres bouger. Je suis sûre qu'elle parle à la harpe. Soudain, une note envahit la pièce. Elle a pincé une corde. Elle vibre encore. Ses doigts sont suspendus dans l'attente de cette note qui s'écoule. Déchaussez-vous. La musique, il faut la sentir glisser entre les orteils. La note s'est tue. La vieille attend que je délace mes souliers. Elle me regarde. La harpe est posée sur son épaule. Elle est si menue sous son instrument. Je range mes souliers à côté de la chaise. Je pose mes pieds bien à plat. La vieille approuve de la tête. Le carrelage est froid. Elle a fermé les yeux. Tout à coup, elle prend une longue respiration et d'un geste ample, comme un oiseau qui écarte ses ailes pour l'envol, ses doigts viennent effleurer les cordes. Ils glissent, ondulent, dansent. On dirait les jeunes feuilles d'un arbre sous la brise. Ils dégoulinent de notes. La musique perle des cordes, s'enroule à mes pieds, monte le long de mes jambes. Elle cherche la fenêtre, elle trouve ma gorge, la serre. J'inspire, l'air entre dans mes poumons. La musique redescend, elle emplit la pièce, toute la pièce. Les notes continuent à couler en cascade. Elles s'écoulent sans fin de la harpe. Les doigts de la vieille pleurent, les notes sont des larmes. Elles coulent sur mes joues, la pièce est trop petite, la musique l'emplit. Elle est trop à l'étroit, elle a besoin d'espace, elle a besoin de la mer, de se mesurer aux vagues. Les doigts s'essoufflent, ils tombent de part et d'autre du tabouret. C'était tellement beau. Ma voix assèche les dernières flaques de musique. J'aurais dû ne rien dire. La vieille aurait compris. Elle repousse la harpe sur son socle, elle se lève. Ils vont raser le pâté de maison. Excusez-moi, je dois partir. Ils ne veulent pas de harpe dans les aumes. Il y a un quart dans 20 minutes, ne le ratez pas. Je n'aurais pas dû revenir ici. Cette maison me fait peur, elle ne veut pas de moi. Le volet de ta chambre claque. Il y a du vent ce soir. Je ne suis pas encore entrée dans ta chambre. Toi, tu as toujours violé mes secrets. Je dissimulais des repères entre les pages de mes cahiers. Un cheveu,
un brin d'herbe. Je marquais la position de mes objets, de mes tiroirs, de ma chaise. Je n'ai jamais ouvert ton cahier. Tu le laissais en évidence sur ta table, comme pour m'inviter à la faute. Demain, je le ferai. Je vais tout fouiller, je vais te dépecer centimètre par centimètre. J'entends encore la voix de la patronne de l'hôtel de la plage. « Ainsi donc, vous êtes la sœur de mademoiselle Elsa. Une sale affaire, hein ? J'y avais bien dit, moi, mademoiselle Elsa, que ces jardinières parlaient pour elle. Elle disait pas grand-chose, mademoiselle Elsa, pas grand-chose. Mais quand une jardinière sensable, voyez-vous, c'est que la vie s'en va. Vous avez vu ces jardinières ? Une pitié. Comment est-ce possible de se laisser aller ainsi ? Je lui avais bien proposé de venir m'en occuper. Avec son fauteuil, c'était pas une affaire. Mais elle voulait pas. Il y a juste Larry qui pouvait l'approcher. Et lui, il y a que les oiseaux qui l'intéressent, voyez-vous. Triste histoire. » J'ai demandé qui est Larry. Elle m'a dit que je le verrais sûrement au cimetière, qu'il y est tout le temps, qu'il dessine, qu'il n'a jamais eu de père. Une vieille affaire, pas jolie. Petit, il était toujours fourré dans les colonies d'oiseaux. Au village, on l'appelait comme ça, le petit Laridé. Pour faire Laridé, vous comprenez ? C'est le nom de famille des mouettes et des goélands, à ce qui paraît. Un bien étrange garçon, a-t-elle murmuré. Tu as dit qu'on ferait des bateaux. C'est vrai, j'ai amené de la ficelle. Il faut trouver des bouts de bois. Nell vous entraîne. Vous quittez le jardin de la grande maison. Vous cherchez des bouts de bois. C'est Nell qui en trouve. Elle babille, elle sautille, elle rêve d'envoyer un voilier sur le lac. Vous lui montrez comment assembler les bouts de bois. Vous pensez au gamin et à ses bateaux, à celui qui n'avait pas de moteur et qui n'avançait pas. Nell vous tend un mouchoir en papier pour faire une voile. Un mouchoir mauve, qui sent le lilas. « Je peux le mettre à l'eau ?»« Bien sûr. »« Toi, tu joues la fanfare. Il y a toujours une fanfare quand on met un bateau à l'eau. » Nell s'approche de la berge. Nell a les yeux rivés sur le bateau. Elle le porte avec lenteur. Vous espérez que le bateau va flotter. Il ressemble davantage à un radeau. Nell va le mettre à l'eau. Elle lui parle. Elle s'accroupit. Vous n'entendez pas ce qu'elle murmure, elle le dépose sur l'eau. « Regarde, il flotte !» Vous regardez Nell qui sautille sur place en frappant des mains. Tout à coup, elle s'arrête et se retourne vers vous, inquiète. « Un aigle, ça peut plonger dans l'eau ? » ?»« Pourquoi tu me demandes ça ? » ?»« Il ne faudrait pas qu'un aigle plonge sur le bateau. Ça existe, tu crois, un aigle plongeur ? » J'ai dû m'assoupir. Le vent s'est calmé, la mer est loin, marée basse. Mais il y a autre chose. Je retiens ma respiration, j'écoute. Mon cœur cogne dans ma gorge. Il y a quelqu'un. Je sens une présence. J'entrouvre les yeux, je ne vois rien, c'est la nuit. Pourtant, je sens qu'il y a quelqu'un. Je me redresse d'un coup. Il est là, Laridé, dans le fauteuil roulant d'Elsa. Comment êtes-vous entré ? Il montre la porte d'un signe de tête. Que fait-il là ? Voilà ce que j'aurais dû demander. Je me cale entre les coussins. C'est drôle, j'ai pas peur. Sa présence me fait plutôt du bien. Une mouche se pose sur l'accoudoir à côté de mon bras. Il m'apporte une tasse de thé. Je ne dis rien. J'en serre la tasse de mes mains. C'est chaud. Je sens la buée se déposer sur ma joue. Je ne bois pas. Larry rejoint le fauteuil d'Elsa, il s'y assoit et d'un geste habile le pivote pour me faire face. « Votre sœur, Elsa, est déjà venue ici, au village, quand elle était enfant. Elle venait avec son père. » La mouche avance, s'envole, se repose. Nous jouions ensemble. Elle aimait courir. Je l'emmenais dans les colonies. Elle aimait faire s'envoler tous les oiseaux de leur nid. Ils tournaient au-dessus de nous, criant, tombant sur nos têtes pour nous piquer, nous harceler. Des parents, ça doit défendre leurs petits, non ? Il parle. Je ne le regarde pas. La mouche est maintenant sur mon bras. C'est une de ces mouches que le froid engourdit et qui colle sur la peau. Je ne peux la chasser. Je tiens ma tasse de thé. Mes mains sont maintenant aussi chaudes que la faïence. Il se tait. Je ne veux pas le regarder. Je regarde la mouche. Je serre un peu plus fort la tasse entre mes mains.
La mouche s'envole. La tasse est maintenant plus froide que mes mains. Je ne vois plus la mouche, je me demande où elle est passée. Il se lève, il se penche vers moi, prend la tasse de mes mains, je m'y agrippe, le thé se renverse sur mes jambes, il est froid, je lâche la tasse, il la dépose sur la table. Il trempe son doigt dans le thé. Sa main gauche me maintient couché. Son index droit va de la théière à mon ventre. Du bout des doigts, il se met à tracer des lignes et des courbes sur ma peau. Je sentais dans mon ventre la même oppression que ce jour-là. Tu m'avais ligoté sur mon lit, nu. Tu as pris une plume de ta collection, tu l'as trempée dans l'encre de Chine, tu as dessiné des oiseaux sur mon corps, tu les traçais vite, difformes. C'était comme une horde d'oiseaux noirs qui s'abattaient sur moi. Il y en avait de plus en plus, ils grimpaient le long de mes jambes, s'agrippaient à mon ventre, à ma poitrine, et tu criais que l'aigle allait venir, qu'il se poserait sur mon ventre et les mangerait tous, que je devais mettre ma robe pour le chasser, que tu m'attendrais en haut au grenier. Tu es parti. L'encrier est tombé sur mes draps, la robe était tachée, je ne parvenais pas à délier mes mains, j'avais tellement peur que l'aigle arrive. J'ai enfilé la robe, accroché la fermeture éclair, tiré dessus, je l'ai déchirée. Je suis sortie de ma chambre, l'aigle n'avait pas bougé, j'ai entendu un cri. Après, je ne sais plus. Il y avait du monde, le père, des gens que je ne connaissais pas. Je me suis blottie sous l'échelle du grenier. Ta poupée était là, elle me regardait. Je tremblais, personne ne me voyait sauf la poupée. Tu voulais que je mette ma robe de fée, tu l'aimais bien, elle était à moi. Il y avait si peu de choses à moi. Tu avais la plus belle chambre. J'ai mis du temps à fermer la robe. La fermeture s'est prise dans le tissu, je n'ai rien vu, ce n'est pas moi. Le père criait, il ouvrait les bras comme l'aigle, et puis il m'a vue. Il a fondu sur moi. Sa main était crochue comme des serres. Il a happé mon bras, m'a tiré hors de ma cachette sous l'escalier. Il m'a chassé d'un cri rauque. Il ne m'a plus jamais parlé. Il continue à mouiller mon ventre de gouttes froides. Elsa aimait dessiner des oiseaux. C'est moi qui lui ai appris des oiseaux comme cela. Et son doigt m'effleure. Il ne me regarde pas, il regarde son index. Son doigt qui trace des lignes, qui glisse sur ma peau mouillée. Son doigt tourne sur mon ventre, y étale l'humidité froide. Il dessine, son doigt m'effleure, passe et repasse, mon ventre frémit. La légèreté de son doigt me fait mal. La plume d'Elsa griffait. J'aurais dû me débattre, secouer tous ces oiseaux, les forcer à s'envoler, les chasser. Son doigt dessine toujours. Les oiseaux marchent sur mon ventre, leurs pattes sont mouillées. Elsa a aussi dessiné des oiseaux sur ton ventre, je le sais. C'était une bonne élève, Elsa. Il y a trop d'oiseaux sur mon ventre, ils sont lourds, ils me piétinent, ils me brûlent, je tremble tout entière, ma respiration ne peut plus suivre leur mouvement. Mon ventre se soulève, je crie. Les oiseaux s'envolent, ça fait un bruit fou, un bruit d'ailes qui claquent. Je me lève, je repousse les ailes. Certaines s'accrochent dans mes cheveux, je cours. Les plumes frôlent mon visage, j'ouvre la porte, je sens le sable sous mes pieds. Je cours, les oyas me coupent mes orteils, mes chevilles. Je sens la mer qui est là, tapie dans l'obscurité comme un monstre. Elle ondule, elle attend, elle m'appelle. C'est peut-être Elsa, je n'irai pas. Je ne veux plus répondre à Elsa. Je veux lui tourner le dos. Je remonte la dune, traverse la route, saute au-dessus du fossé, je rejoins le polder, je cours, je m'enfonce. La terre est lourde. Nell est assise à côté de vous. Elle mord dans son sandwich. Tout en mâchant, elle frotte ses pieds sur le sol, cherchant à faire voler la poussière. Nell, arrête de frotter tes pieds, ils vont être tout sales. Un terrible accident. Nell ne vous écoute pas, la poussière vole de plus en plus. Nell, tes pieds. La poupée, elle a voulu quitter la maison. C'est pas assez chaud, une maison de bois. Elle ne s'y sentait pas bien. Son papa lui avait dit de ne pas partir. Le monde peut être dangereux. Elle devait rester sage, ne pas faire d'histoire. Nell vous regarde d'un air assuré. Mais tu sais, elle adorait les histoires de loups, les histoires de monstres, les histoires de princes aussi. Je crois que son papa n'aimait pas les histoires. Alors elle est partie. Le cygne noir l'a appelée. Nell se lève et s'installe à califourchon sur un bois flotté qui traîne au bord de l'eau. La poupée est partie comme ça, assise sur un grand bois. L'eau était calme, le cygne l'appelait. Elle naviguait, elle naviguait. Le lac est si grand. Le cygne l'appelait. Elle naviguait, mais ne le rejoignait jamais. Ses jambes ont fondu dans l'eau.
tellement elle a navigué. Le cygne n'a pas pleuré. Son papa non plus. Il n'aimait pas les histoires.